Alors on va commencer. Déjà, bonjour. Donc c'est la deuxième séance du séminaire. Je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas assisté à la première séance, mais c'est la vraie première séance sur en gros le thème, on va dire, que je voulais consacrer moi cette année à ce séminaire, qui est cette expression, un théâtre à la hauteur des circonstances. Je vais commencer à vous dire pourquoi, en fait, d'où vient cette expression et pourquoi, selon moi, elle me paraît suffisamment intéressante comme porte d'entrée, en tout cas, pour discuter de la programmation de la commune d'Aubervilliers. C'est une expression qui m'a été inspirée par Fredric Jameson, donc j'ai déjà énormément parlé, mais qui est un chercheur américain qui a fait un texte un peu de référence sur Brecht, qui s'appelle Brecht et la méthode. Bon, ça c'est bon, on en a fait beaucoup l'année dernière, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné chez Brecht, c'est qu'il a la réputation, je pense que vous le savez, d'être un théoricien extrêmement rigide du théâtre, quelqu'un de dogme, quelqu'un d'assez froid, qui a eu une vision extrêmement claire de ce que doit être le théâtre. Or, Fredric Jameson, une des premières choses qu'il fait, il ouvre son livre là-dessus, et on avait insisté l'année dernière, c'était que Bertolt Brecht n'a eu de cesse, au contraire, de se contredire, n'a eu de cesse même d'avoir, on va dire, différentes œuvres, à tel point que lui va parler d'une vingtaine de Brecht, d'une vingtaine de vies différentes et d'œuvres différentes qui, prises en fait individuellement, peuvent tout à fait se contredire. Ça, c'est ce qu'on disait l'année dernière. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est précisément ça qui est intéressant chez Brecht. C'est pas tant l'idée qu'il ait une théorie absolument incroyable du théâtre et à toute épreuve, c'est qu'il a su à tout moment remettre en question le théâtre qu'il pratiquait pour le hisser à hauteur des circonstances. Autrement dit, ce qui est premier chez Brecht, et ça va être le cas de tous les auteurs et de toutes les autoristes dont on va parler aujourd'hui, c'est on enlève au théâtre son évidence culturelle, on enlève au théâtre son utilité qui, de toute éternité, est là et présente, pour mettre au premier plan la réalité et ce qu'on va appeler à partir de maintenant les circonstances. Les circonstances sont premières et de là découle une certaine utilité du théâtre ou une certaine théorie du théâtre. Bon, ça c'est un peu l'idée de base. Donc en fait, moi je m'étais intéressé à un théâtre à la hauteur des circonstances, à cette expression, et je me suis intéressé à un Brecht particulier, qui est le Brecht qui, au début des années 20, collabore avec une autre grande figure du théâtre allemand de cette époque, qui s'appelle Erwin Piscator. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Piscator ? Ou un peu de nom, mais c'est quelqu'un dont on parle assez peu parce que c'était un metteur en scène, c'était pas un auteur, mais c'est le véritable inventeur, on va dire, du théâtre épique. Et surtout, c'est quelqu'un à qui on associe tout un tas d'innovations techniques et surtout une grande réflexion sur ce qu'il a appelé le théâtre politique dans cet ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle Le théâtre politique. Mais c'est assez fascinant, c'est une sorte de journal de bord, un recueil de réflexions et d'anecdotes pratiques sur ce qu'il a réussi ou non à mettre en place dans les années 20 en Allemagne. Donc on va beaucoup parler de cet essai aujourd'hui. Et une des grandes idées de Piscator, par exemple, ça a été d'intégrer les images cinématographiques au théâtre. C'est pour ça qu'on dit généralement de lui que c'est le père d'un certain théâtre documentaire. Peter Weiss, qui arrive un peu après, s'en est beaucoup inspiré. Mais on parle aussi de théâtre d'actualité, beaucoup pour Piscator, de théâtre journalistique, même s'il n'aimait pas du tout cette expression, mais c'est un peu pour vous donner un ordre d'idée en fait, de son héritage. On va tout de suite lire une anecdote de Piscator. Est-ce que quelqu'un peut le faire ? Donc c'est la première anecdote de Piscator qui est déjà, c'est pas très complexe, c'est assez amusant, mais ça permet de définir véritablement l'objet du séminaire. Quelqu'un peut le faire ? Allez, go. Nous avançons dans l'arc d'Ypres, première offensive allemande du printemps 1915. Pour la première fois
on employait les gaz. Des cadavres anglais et allemands empestés sous le ciel gris et désolé des Flandres. Nos compagnies étaient décimées. Nous devions combler les vides. Avant de nous jeter en première ligne, on nous faisait avancer ou reculer. Quand nous nous remîmes à avancer, arrivèrent les premiers obus. Ordre de se disperser en tirailleurs et de s'enterrer. Je me jette par terre, le cœur battant, et j'essaye tout comme les autres de m'enfoncer dans la terre, mes dents de ma pelle. Mais tandis que les autres y réussissent, moi je n'y réussis pas. Le sergent s'amène, rampant, et crie « Mille tonnerres, qu'attendez-vous? Je n'arrive pas à m'enterrer. Pourquoi pas? Je n'y arrive pas. » Alors lui, injurieux, « Votre métier ?» Comédien. Au milieu des obus qui explosaient de toutes parts, il me sembla à l'instant où je prononçais le mot comédien que ce métier pour lequel pourtant j'avais combattu jusqu'à la limite de mes forces, que cet art que je mettais toujours au-dessus de tout, était si accrété, si bête, si ridicule, si menteur aussi, bref, si peu adapté à la situation réelle de cette époque et de ce monde, que j'avais, quand tout est dit, encore moins peur devant les obus qu'à la seule pensée honteuse de ce pauvre métier. Derrière, il y a la suite. Ah non, vous, c'est pas derrière. Bah, c'est à la suite. Ouais. L'art réel, l'art absolu doit montrer qu'il est à la hauteur de toutes les situations et capable de faire ses preuves devant chacune d'elles. L'art n'a pas à reculer devant la réalité. Erwin Piscator, le théâtre politique. Merci. Merci. C'est le tout début de la réflexion de Piscator sur le théâtre politique. Il y a énormément de choses que je trouve essentielles là-dedans. Au-delà de l'humour, parce qu'évidemment il y a un décalage assez humoristique, il y a quelque chose de très profond qu'il dit. Il a une certaine honte à voir que le métier qu'il mettait au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il avait une conception avant la Première Guerre mondiale que le théâtre était au-dessus de tout, que le théâtre était une évidence culturelle qui n'avait pas à faire ses preuves face à la réalité, qui n'avait pas non plus de doute par rapport à son utilité ni même à sa place, se trouvait dans une circonstance très précise, inutile, mensonger, bête, et en fait, même plus que ça, c'est un empêchement, une gêne pour lui. Ça, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, il va falloir réussir à inverser le rapport. C'est-à-dire que si on réfléchit vraiment comme le théâtre comme évidence culturelle, on va par exemple, au moment du Covid-19, et ça il faut essayer de comprendre ça. Par exemple, au moment du Covid-19, une des grandes défenses du théâtre a été de le défendre comme quelque chose qui était au-dessus de la réalité. Et que donc, par exemple, on va devoir s'adapter. On a notre art, on a notre patrimoine, et on va l'adapter à ce que la réalité va nous présenter comme obstacle. Exactement comme sous l'occupation allemande, les théâtres parisiens, pour la très grande majorité, n'ont pas du tout des amplis, ont même fonctionné comme jamais, ils se sont simplement adaptés au couvre-feu, adaptés aux surtitres allemands, etc. Il y a l'idée de l'adaptation qui pour nous va être très intéressante parce que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on différencie d'un théâtre qui essaye d'être à la hauteur des circonstances. Un théâtre d'adaptation place le théâtre en premier, et ensuite voit la réalité comme des obstacles à franchir, comme des choses au-dessus desquelles il va falloir qu'on puisse voler, continuer à faire. Il va falloir qu'on continue à faire du théâtre coûte que coûte. Le théâtre à la hauteur des circonstances, au contraire, la première chose qu'il fait, c'est de voir la réalité. C'est d'accepter de voir la réalité et ensuite de se poser la question si oui ou non le théâtre est utile. Et c'est s'il est utile, alors à quoi il ressemble. Mais il faut voir que c'est vraiment un chemin, en fait, c'est un chemin intellectuel qu'on va essayer là de faire, qui inverse l'intégralité du raisonnement habituel. On partira de la réalité et c'est elle qui nous dit si le théâtre est utile ou non. Le premier vertige que demande Brecht et que demande Piscator, c'est la possibilité qu'on réponde non. C'est-à-dire qu'on abandonne le théâtre, et on va voir des exemples, c'est qu'on abandonne le théâtre en tout cas tel qu'il est, tel qu'on le perçoit et tel qu'on peut le pratiquer, pour faire autre chose, et généralement de la politique.
Donc on va voir des circonstances, mais si les circonstances ne nous permettent pas de définir un théâtre utile, alors nous devons arrêter et faire autre chose. Bon. Ça, c'est quand même un vertige qui est assez important. Moi, j'aime beaucoup cette expression aussi, l'art ne doit pas reculer devant la réalité. L'art ne doit pas reculer devant la réalité, ça veut dire que d'abord et avant tout, il s'agit de voir la réalité et ensuite d'agir en conséquence. Mais le point de départ, c'est de voir cette réalité et donc du coup de ne pas avoir peur d'elle. On va voir des exemples d'esthétique théâtrale qui ont peur d'une certaine réalité, qui vont chercher à la contourner, qui vont chercher à nous en divertir d'une certaine manière. Or, la première chose, c'est que l'art théâtral ne doit pas avoir peur de la réalité qu'il y a. Il faut aussi, et là je vous donne simplement un peu les grandes questions, les grandes choses qui moi m'ont paru dans cette introduction par rapport à cette expression. Mais là du coup ça concerne la première séance qu'on avait faite. Il faut qu'on revienne aussi un peu sur la différence entre le naturalisme et le réalisme. Et Piscator et Brecht ont eu un ennemi à leur époque, c'était le théâtre naturaliste. On va en reparler aussi quand on va parler de la guerre civile espagnole. Pourquoi le naturalisme? Il y a cette citation de Piscator que je vais lire. Il faut qu'on aille un peu plus vite parce que c'est censé être une introduction quand même. Le naturalisme tout entier s'avançait sous la bannière « la vérité, rien que la vérité ». Et qu'entendait-on alors par vérité? Rien d'autre que la découverte du peuple. Bon là ça j'ai mis pour les personnes qui ont vu la première séance et ce qu'on avait dit sur Love. À l'opposé de toutes les autres époques littéraires où le peuple était représenté soit comme le personnage comique, soit comme le héros sentimental, le prolétaire surgissait sur la scène en tant que classe sociale. C'est l'énorme, on va dire, innovation, progrès artistique qu'apporte le naturalisme, c'est que le naturalisme est capable de voir la réalité, de voir une certaine réalité. Le naturalisme est en contact avec une réalité et même nous aide à voir cette réalité. Sauf que le naturalisme demeure cependant incapable d'exprimer les revendications des masses. Le naturalisme se contente de constater des situations. Et il est certain que le naturalisme n'est ni révolutionnaire ni marxiste au sens moderne de ce mot. De même que son grand précurseur Ibsen, il n'a jamais dépassé le stade de la question. Alors là, c'est une autre distinction. Donc, on a parlé, premier critère qui nous aide à définir le théâtre à la hauteur des circonstances, c'est sa différence, donc du coup, avec le théâtre pris comme évidence culturelle. La deuxième caractéristique, en tout cas, qui va nous intéresser, c'est qu'un théâtre à la hauteur des circonstances est un théâtre qui, selon eux, propose des orientations. Non seulement on voit la réalité, mais on nous aide à réfléchir et on nous confronte à des orientations. Ça ne veut pas dire qu'on vous oblige à penser telle chose ou telle autre, on croit dans l'esprit critique du public, mais par contre on ne laisse pas le public au stade de la question. Autrement dit, on va toujours s'intéresser non seulement à voir les réalités, mais à nous aider à réfléchir sur les orientations possibles à prendre par rapport à cette réalité. Voilà pourquoi le naturalisme nous laisse dans la sidération de la réalité, nous laisse dans un stade de la question et au constat de cette réalité. Le réalisme propose et assume le fait d'être un théâtre d'orientation. Et c'est quelque chose qui, quand on voit aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'artistes de théâtre qui assumeraient cette position, c'est-à-dire de défendre un théâtre réaliste dit d'orientation. Encore une fois, il faut toujours se dire que ce sont des gens qui croient en l'esprit critique. Et la plus belle chose que peut donner le théâtre, c'est de permettre à un public de critiquer. Et on ne critique pas la réalité, on ne critique pas un spectacle comme Love est incritiquable en termes de réalité. Mais les orientations, c'est prendre le risque d'être du mauvais côté de la barrière et donc du coup prendre le risque d'être critiquable et là, le théâtre devient véritablement utile. C'est bon, on raccroche un peu les wagons avec la première séance. En gros, ce qu'on avait vu avec le naturalisme, c'est que le naturalisme va nous contenter de faire un constat. Il va, par exemple, nous dépeindre des inégalités sociales et on va être fasciné par ce paysage. Ça va se présenter à nous comme un paysage. Si
on en reste là. Nous, en tant que public, on ne peut à peu près rien critiquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire bah tiens, il propose telle autre chose, moi je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. On voit bien que ce qu'on nous donne comme position est une position dite de sidération ou d'empathie, de consolation. Et généralement, l'empathie est extrêmement forte dans ce genre. On a vu l'esthétique de Zeldin pour ça. Mais évidemment, le reproche que font Piscator et Brecht de pair, c'est de dire on oublie le plaisir de la critique. Et on oublie non seulement l'utilité théâtrale de la critique, mais surtout sa nécessité. Les gens doivent apprendre à critiquer et à accepter d'être critiquables, qui est une chose qui aujourd'hui est très dure. Mais ce sont des gens qui sont allés, voilà, ils sont allés à l'école marxiste et acceptent l'utilité de la critique. Et donc du coup, par exemple, quand non seulement on va voir un paysage avec des inégalités sociales, mais on va être dans la position de savoir si les orientations qu'on nous propose nous plaisent ou non. Et ce qui est une chose qui est très importante. Voilà. Tu vois un peu ? Bah, d'une certaine manière, Zeldin ne peut pas être du mauvais côté de la barrière. Parce que Zeldin, en fait, est du côté du naturalisme et donc du coup du constat simplement des inégalités. Et dans ce cas-là, on peut tous et toutes aller main dans la main autour de cette réalité et pleurer ensemble devant le paysage des inégalités sociales. Il n'y aura aucun souci avec ça. Et on voit bien que, mais ça on l'avait vu la dernière fois, ça c'est une grande conception du théâtre chrétien, hein, de tous réunir, c'est l'idée de la grande réunification, de la consolation, etc. Bon. Non mais on va en revoir, il y aura l'occasion, et si tu veux, il y aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais là c'était simplement pour raccrocher un peu les wagons. Donc on a ces deux grandes caractéristiques qui nous permettent un peu de cerner le théâtre qui va nous intéresser. D'abord l'idée où on change l'ordre, ça du coup c'est bon, vous avez un peu en tête. Et la deuxième idée, c'est le combat contre le naturalisme, ou en tout cas son dépassement. Ouais. Pour la séance d'aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à trois gestes. Trois gestes dont on va devoir un peu parler aussi malheureusement, moi j'aime beaucoup, hein, mais du contexte historique, parce qu'évidemment, si on s'intéresse à des théâtralités qui essayent de hisser le théâtre à la hauteur des circonstances, il va falloir parler un peu des circonstances. Il y a un geste qui va concerner la Révolution allemande, et une des premières pièces que Piscator va monter dans son propre théâtre. Et aussi, on va parler d'un auteur qui a travaillé du coup pendant la guerre civile espagnole. Et le troisième geste, c'est la première pièce que Brecht monte après la Seconde Guerre mondiale, de son retour d'exil, où il monte Antigone avec un prologue dont j'aimerais qu'on parle. Mais ça, on essaiera de le faire à la fin. Une des questions que je me suis posée, moi, pour essayer de vous présenter ces exemples, en fait, le critère qui a fait que j'ai choisi ces exemples-là, c'est que je me suis posé la question, quelle est la réalité devant laquelle l'art ne doit pas reculer ? Ça, c'était la première question. Et est-ce que cette réalité était première ? La réponse était oui. La deuxième chose, est-ce que l'artiste a réussi à définir une utilité du théâtre par rapport à cette réalité ? Et vous allez voir que dans les deux cas, oui. Mais les questions de Piscator, on voit, sont un tout petit peu différentes de celles de Brecht. La première question qui va nous intéresser, encore une fois, c'est quelle est la théâtralité qui est définie par rapport à la guerre et par rapport aux circonstances qu'on nous présente. Donc en fait, les gestes là, que je vais vous présenter, moi, ce sont des gestes que je considère comme assez singuliers. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des pièces que moi, en tout cas, je n'ai jamais vues et qui sont indissociables de ce qu'a été en fait cette époque à ce moment-là, volontairement, vous allez le voir. Et ce sont des textes qui, par ailleurs, ne sont plus jamais montés tellement ils sont accrochés à des contextes historiques. Ça va ? Ouais ? Vous me dites s'il y a des choses où vraiment c'est pas possible. Ok. Ok, le premier texte, moi c'est une pièce que j'adore qui s'appelle Hop là nous vivons d'Ernst Toller. Est-ce qu'il y en a qui connaissent par hasard ce texte ? Ou qui connaissent l'œuvre de Toller ? Ok. Il va falloir qu'on parle un tout petit peu de ce qu'a été la Révolution allemande, mais ne serait-ce que pour comprendre qui est Ernst Toller et ce sur quoi en fait il a travaillé une grande partie de sa vie. Donc on va faire j'ai mis une petite frise chronologique de la Révolution allemande que j'ai fait moi-même. Voilà, comme ça vous pouvez suivre.
J'y vais de manière un peu caricaturale. Si vous voulez en savoir plus sur la Révolution allemande, il y a un bouquin qui est très très bien aux éditions de la Fabrique de Chris Herrmann qui s'appelle La Révolution allemande. Je vous y renvoie, c'est vachement bien. Bon, mais simplement pour qu'on soit un peu d'accord sur les protagonistes quand même de cette histoire. À l'époque, juste avant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, donc c'est un empire, hein, l'empereur c'est Guillaume II, la gauche, hein, donc c'est un empire parlementaire, donc il y a encore un parlement. Hein. La gauche parlementaire est représentée par un parti qui s'appelle le SPD, qui est le parti social-démocrate allemand, qui existe encore aujourd'hui, qui est un des plus vieux partis. Dans ce SPD, il y a ce qu'on va appeler un peu l'aile gauche du Parti social-démocrate, notamment autour d'un homme qui s'appelle Karl Liebknecht. Je ne sais pas si je prononce bien, je n'ai jamais fait d'allemand. Liebknecht. Et une grande dame qui s'appelle Rosa Luxembourg, qui est quand même plus connue. Ces deux personnes-là, évidemment, font partie du SPD et il se trouve que le groupe parlementaire doit se positionner par rapport au vote des crédits de l'entrée de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. On est en août 1914. La majorité parlementaire, évidemment, vote oui, ce qui crée une dissidence, notamment autour de ces deux protagonistes qui, au cours de la Première Guerre mondiale, vont multiplier les actions et les insurrections pour permettre aux ouvriers de défendre le retour à la paix, et vont créer d'abord un premier parti qui s'appelle l'USPD, qui est en gros un parti social-démocrate, mais cette fois-ci indépendant, qui va être vraiment l'aile gauche et l'aile dissidente du SPD. Et un événement qui est très important, donc on est toujours pendant la Première Guerre mondiale, c'est octobre 1917, donc c'est la révolution en Russie, la chute de l'Empire tsariste, et évidemment que l'aile gauche dissidentes, et notamment de ces deux personnalités, vont avoir qu'une idée en tête, qui va être de ramener, ou en tout cas de continuer plutôt la révolution d'octobre en Russie. À partir d'octobre 1917, et même à partir de janvier 1918, des grandes grèves et des insurrections vont avoir lieu en Allemagne, un peu partout, conduites par l'USPD, qui petit à petit va prendre la forme d'une ligne encore plus radicale, ou en tout cas plus proche de Marx, qui va être la ligne spartakiste. Je pense que ça devrait vous dire un peu quelque chose quand même. La ligne spartakiste, c'est vraiment ces deux personnalités politiques qui défendent une révolution tout de suite et maintenant. Il faut comprendre que le positionnement par rapport au gouvernement social-démocrate du SPD, qui est la majorité parlementaire, est un peu ambigu. Le SPD est un parti d'obédience marxiste encore à l'époque, sauf que de plus en plus, il devient réformiste. Et c'est pour ça qu'à sa propre gauche, il va y avoir une aile beaucoup plus, on va dire, radicalisée, ou en tout cas beaucoup plus prompte à demander et à propager la révolution russe en Allemagne. L'année 1918 continue, les insurrections se multiplient, Guillaume II commence à avoir peur et négocie l'armistice. L'armistice arrive, sauf que l'armistice est directement suivi par le gouvernement SPD qui en profite pour faire chuter l'Empire et prendre le pouvoir et proclamer la République. On est en novembre 1918 et le SPD et la ligne spartakiste commencent à organiser la République d'Allemagne, dont une grande partie, il faut imaginer, est gouvernée et organisée par des conseils ouvriers. Il y a, suite à cela, un événement qui est important, c'est que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui évidemment ne veulent pas s'arrêter à la République, à moins que cette République ne soit elle-même bolchevique, créer le 1er janvier 1919 le KPD, le Parti communiste allemand, pour réunir les forces révolutionnaires et constituer et permettre du coup, le gouvernement de l'intégralité de l'Allemagne, divisé en différents conseils ouvriers, en différentes communes, etc. Suite à cela, deux événements. La révolte spartakiste de janvier 1919. On a un gouvernement... Ça va un peu? Ça va? Je vais vite. Ça va? Donc, au pouvoir, à la tête de la République d'Allemagne, on a un gouvernement social-démocrate, donc du SPD, qui prend peur. Donc, le gouvernement social-démocrate voit qu'à sa gauche, il y a l'organisation, le Parti communiste, qui, à cette époque, est assez prompt à organiser des insurrections, est très proche du syndicat majoritaire, qui est un syndicat révolutionnaire, et décide de sécuriser la capitale, Berlin,
en évinçant le préfet de police qui, à l'époque, était extrêmement proche, notamment de Rosa Luxembourg, pour mettre un de ses potes au pouvoir. La ligne spartakiste voit ça comme, à raison, comme une provocation et rentre en insurrection. Donc on est pendant la première quinzaine de janvier 1919. Et cette insurrection, vous le savez, a été réprimée dans le sang, donc du coup par le gouvernement social-démocrate, et a notamment eu la conclusion un peu terrible du double assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg par ce qui était à l'époque ce qu'on appelait l'armée d'Allemagne de droite. C'était les corps qui revenaient, en fait les corps d'armée qui revenaient de la Première Guerre mondiale. C'est le premier crime de la social-démocratie face à la gauche révolutionnaire allemande. Il y en a un deuxième qui tourne autour de la Bavière, et là qui va nous intéresser. En avril, au mois d'avril, il y a un peu l'équivalent de la Commune, mais cette fois-ci en Bavière, c'est la proclamation de la République bolchevique de Bavière, très sympa, et qui, pareil, s'est organisé en conseils ouvriers. Ernst Toller, l'auteur qui va nous intéresser, a été élu pendant ce conseil ouvrier. C'est une république, pareil, qui va durer un mois avant d'être réprimée. Les dirigeants vont être mis en prison et la plupart vont être fusillés. Le gouvernement social-démocrate va finir en fait cette espèce de purge de l'aile gauche révolutionnaire en donnant la grande constitution de Weimar. Là, on est en août 1919. Et là, ça suffit en termes de frise chronologique. Mais est-ce que ça vous éclaircit un tout petit peu au moins sur le contexte? Il faut savoir que Ernst Toller, qui nous intéresse maintenant, est un révolutionnaire spartakiste. Il s'engage au début et il est enrôlé dans la Première Guerre mondiale, mais très vite il déserte, il rejoint sa Bavière natale et il est à la tête d'un des conseils ouvriers du coup de la République bolchevique de Bavière. Puis après, il est capturé. Il est capturé par le gouvernement social-démocrate, par l'armée. D'abord, il a la peine de mort. Donc, il vit pendant quasiment 3 mois avec la certitude de se faire fusiller. Puis, finalement, sa peine est commuée en 5 ans de prison parce que c'est déjà un auteur de pièces de théâtre assez connu. Il sort et il écrit, enfin, on arrive, la première pièce qu'il sort en liberté. Il écrit « Hop là, nous vivons ». C'est une blague, c'est de l'humour d'Amelan. « Hop là, nous vivons ». Donc on est en 1924. Alors maintenant l'histoire de Hop là nous vivons, et vous allez comprendre pourquoi j'ai passé autant de temps sur la frise, on va dire historique. C'est que Hop là nous vivons n'a qu'un seul sujet, c'est l'échec de la révolution allemande. L'histoire, c'est Thomas. Thomas, c'est un révolutionnaire spartakiste qui fuit la Première Guerre mondiale pour se faire élire dans un conseil ouvrier en Bavière. Bon, c'est sa vie, vous avez compris. Sauf qu'au moment où il se fait capturer, donc en Bavière, il devient fou. Donc il est interné dans un hôpital psychiatrique, alors que tous ses potes, donc c'est tous ses potes révolutionnaires spartakistes, restent en prison. Il est interné pendant 8 ans. Alors oui, il dit 8 ans parce qu'en fait, sa première, c'est en 1927. Donc du coup, il a écrit, 1919, 1927. Mais quand il écrit, c'est 5 ans parce que ça sort en 1924. Bon, vous avez compris. 8 ans, il est interné pendant 8 ans, il sort, et il retourne donc du coup en Bavière, dans sa petite ville, et il recroise tous ses anciens potes, tous ses anciens prisonniers politiques, qui, entre-temps, pour la grande majorité d'entre eux, sont devenus des élus social-démocrates, qui se font élire notamment auprès de la mairie sous la bannière du SPD. Donc évidemment, lui, il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé pendant 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé, machin chose. Il rencontre à nouveau 2 de ses amis qui, eux, par contre, sont restés donc fidèles au KPD et à la mémoire notamment de Rosa Luxembourg. Mais bon, il pète un câble. Il pète un câble parce que son meilleur ami de l'époque devient maire, est élu maire et donc du coup va essayer de le tuer. Donc il essaye de le tuer, mais là, il se fait prendre de court par une espèce de petite tête brûlée qui fait partie d'un autre parti, mais cette fois-ci d'extrême droite, qui vient d'être créé, qui a été créé en 1920, c'est le Parti national socialiste. Une petite tête qui tue également le maire social-démocrate. Mais toujours est-il que tout le monde, évidemment, l'accuse lui. Il se fait à nouveau interner dans son hôpital psychiatrique, mais cette fois-ci, il se pend. C'est triste. Ça va l'histoire? Il faut la comprendre, l'histoire, elle est importante.
Il faut comprendre aussi que, donc on voit que c'est une pièce qui évidemment est à charge contre le gouvernement social-démocrate, qui à juste titre est placée sous une double pression, et celle évidemment des communistes révolutionnaires d'une part, et celle du Parti national-socialiste, puisque c'est un mec de l'extrême droite qui finit par tuer le maire. Donc on voit quand même que ce Hans Toller, en 1924, est d'une très très grande lucidité. Quand Piscator va décider de mettre en scène ce texte, Toller donne un prologue à cette pièce qu'on va lire maintenant. Quelqu'un va lire, s'il vous plaît. Ouais, c'est parti. La barbarie triomphe, le nationalisme, la haine raciale abuse l'essence. Le peuple attend son salut, le faux sauveur, au nom de son jugement, de son travail et de sa responsabilité. Ce que tu dis, le ciel existe dans lui-même, pour le trouve pas sur la place, dans sa liberté, sa critique. Car le peuple est fatigué de la raison, fatigué de la pensée, de la justice. Et il croit ce que lui disent les contempteurs de l'esprit qui enseignent que la raison paralyse la volonté, ronge les racines de l'âme et détruit les fondements de la société, que toute misère sociale est son œuvre. C'est toujours la même absurde croyance en la venue d'un homme, d'un chef, d'un César, d'un Messie qui fera des miracles, prendra sur lui la responsabilité des temps à venir, réglera la vie de tous, bannira la peur, supprimera la misère. C'est toujours le même absurde désir de trouver le coupable qui endosse la responsabilité des temps passés, sur lesquels on puisse se décharger de son propre renoncement, de ses propres fautes et de ses propres vies. Liberté, humanité, fraternité et justice, autant de phrases vénéneuses qu'on le jette aux orties. Apprends les vertus du parfait, opprime le peuple, élimine-le brutalement et sans pitié. Désapprends à sentir la souffrance d'autrui. N'oublie jamais que tu es né pour être un vengeur. Venge-toi pour les offenses d'aujourd'hui, celles d'hier et celles que ton peuple perd demain. Où est la jeunesse de l'Europe? Elle, qui avait reconnu que les lois du vieux monde sont en pièces, qui a vécu jour après jour, heure après heure, leur effondrement. Elle vivait et ne savait pas pourquoi. Elle avait soif de but et tirait peur, de réaliser ses grands rêves ardents. On l'a consolée avec le livre intime. Fut-elle vraiment une prophète? Croit-elle le mensonge, mais pousse-t-elle la vérité? Personne n'entend personne. Parlons sans nous entendre. Voyons sans nous voir. Nous aimons sans nous connaître. Merci. Il faut imaginer que ce prologue est fait en 1927, encore une fois. Quand Erwin Piscator présente ce texte à sa compagnie, à son équipe artistique, il faut savoir que le risque est énorme. On est à un moment où Piscator s'est endetté, c'est une particulière qui lui a permis de créer le théâtre de ses rêves, le grand théâtre du prolétariat, et le premier texte qu'il décide de monter, c'est « Hop là, nous vivons ».
qui a une fin particulièrement tragique et qui court le risque à peu près sûr et certain d'énerver énormément les militants communistes de l'époque. Son équipe artistique refuse en particulier le dénouement, et imagine un autre dénouement. Le dénouement est le suivant. Bon, Thomas est toujours accusé à tort d'avoir tué le maire. Il est interné dans un hôpital psychiatrique, tout seul dans sa cellule, mais il a une petite fenêtre comme ça. Donc il va se hisser auprès de la fenêtre, tendre l'oreille et entendre la foule qui, dans la rue, chante l'Internationale. The end. Donc Piscator, face à ce dénouement, évidemment, a dû se battre. Il dit pendant quasiment des mois pour imposer à son équipe et imposer aussi du coup à son public une fin qui est celle de Toller, qui est profondément en effet désespérée et désespérante. On va juste lire, je vais le faire moi, avant de nous intéresser, de voir ce qui est vraiment en jeu. On va lire la préface à l'édition de 1930 écrite par Hans Toller. Je vais l'écrire, mais précisément la question ici, c'est celle du dénouement. Tout va se jouer sur la question du dénouement. De nos jours, donc ça c'est Hans Toller qui parle, on est en 1930. Donc il y a un moment où, bon bref, on s'en fiche. De nos jours, plusieurs critiques et spectateurs, éloignés de l'art véritable par la mode américaine infantile du happy end, exigent de l'auteur dramatique, ce qui n'est pas sa tâche, qu'il termine sa pièce par ces dictons naïfs que nos parents faisaient peindre sur des coussinets, des assiettes, des insignes du genre « Sois toujours honnête et fidèle, ignore ce que les autres font, occupe-toi de tes oignons, porte le soleil dans ton cœur », ou comme Durus l'écrivait dans le numéro 134 du Drapeau rouge, « Allons avec l'air vivifiant de la lutte des classes dans l'air vivifiant de la nature ». J'adore ça. Les fonctionnaires du culte prolétaire et les critiques feuilletonistes des journaux capitalistes, que leur mauvaise conscience et leur désir éternel de passer dans toutes les rubriques du journal rendent plus exigeants en matière de révolution que ceux qui agissent en révolutionnaires, jugèrent que la fin de la pièce, qui dans la vie réelle s'est produite plusieurs fois et se reproduira encore, n'est pas révolutionnaire parce qu'elle ne comporte pas de petits pamphlets moraux ni d'appels du genre « Vive la ligne politique numéro 73 ». Quand la pièce sort, c'est un tollé absolument monstrueux. Il faut savoir que le parti communiste allemand de l'époque était quasiment piloté depuis Moscou et exigeait des artistes allemands de faire de l'agit-prop soviétique, et notamment du réalisme soviétique. Deux reproches sont faits, donc tous les reproches évidemment des militants communistes, tournent tout le temps la même chose. Piscator désespère la lutte, Piscator empêche de voir la lutte comme quelque chose de heureux, etc., etc. Il va diviser la gauche, bon vous connaissez. Ce qui est intéressant, c'est que Piscator leur fait à leur tour deux reproches dans le livre. Le premier, c'est que les militants communistes, mais c'est le cas encore maintenant, réfléchissent comme des publicitaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est que si tu veux que le public veut la révolution, il faut que tu mettes à côté de la révolution des gens heureux, de montrer que des gens sourient en faisant la révolution et que sous la révolution, la réalité sera meilleure. Or, ce que dit Piscator, c'est de 1, c'est quelque chose qui est faux, c'est-à-dire quelque chose dont on ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est vrai que la révolution va nous donner des jours meilleurs. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, surtout qu'en Russie, il y a quand même eu une guerre civile. Et la deuxième chose, c'est que c'est prendre aussi les gens pour des cons. Il le dit déjà, mais la logique publicitaire réfléchit de manière absolument mécanique. Si je te montre quelque chose et que je pleure à côté, tu vas penser que c'est mauvais, et si je souris, tu vas penser que c'est bon. La deuxième chose qu'il dit et qui est très importante, qui pour moi qui est peut-être plus importante, c'est que les militants communistes exigent un art après la révolution bolchevique, qui ne tient pas compte de la réalité de l'Allemagne. La réalité de l'Allemagne et de la gauche de son époque, c'est 1, qu'ils ont subi un échec, et 2, que c'est la victoire des nationalistes, c'est la victoire de ce qu'on va appeler plus tard la ligne fasciste. Il faut bien comprendre que le constat de Hans Toller, même quand on le voit un peu
un peu en décalé par rapport à ce qu'il a fait, etc. C'est un constat d'une très très grande lucidité. La réalité en fait devant laquelle il ne faut pas reculer, selon Piscator, c'est la défaite de la gauche révolutionnaire et c'est la défaite de la révolution allemande. Tant que les gauchistes n'auront pas fait le deuil de la révolution allemande, tant qu'on n'aura pas su regarder droit dans les yeux cette réalité-là, alors on n'arrivera à rien. Alors on ne saura pas comment s'orienter. C'est-à-dire que si la gauche allemande se réconforte, se console, se rassure sur la qualité de l'engagement politique en imaginant les beaux jours sous la Révolution, elle se trompe de réalité. Le rapport de force à cette époque, et ils le savaient, n'était pas à leur avantage. Ils avaient subi un échec et la République de Weimar n'était pas un allié, c'était un ennemi. D'accord ? Moi, ça me fait beaucoup penser, c'est un courage qui est énorme, hein, c'est-à-dire d'accepter de faire en sorte que cette réalité soit visible et imposer une fin désespérée, mais vraiment désespérée. Hein. Ça finit quand même par le suicide du personnage principal avec lequel on a eu de l'empathie pendant toute la pièce. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement courageux, mais qui, selon Piscator, évidemment, a l'énorme avantage de pouvoir être critiquable et de ne pas pouvoir être enviable. On retrouve une des grandes catégories du théâtre épique, qui est la capacité d'être critiquable. Moi, ça me fait penser, parce que, évidemment, moi, j'ai vu une pièce récemment, je pense qu'il y en a qui l'ont vue, c'est 1983, de Margot Eskenazi et Alice Carré. Il y en a qui l'ont vue, non ? Bon, c'était au théâtre Gérard Philippe, mais ça se joue un peu partout. C'est une pièce, moi, c'est intéressant parce que je l'ai vue en fait au moment où je travaillais sur ce geste de Piscator qui a accepté afin qu'on puisse voir la réalité en face, une fin profondément désespérée. Cette pièce travaille sur un objet qui est la Marche des Beurs, une des premières grandes manifestations antiracistes qui part des Maguettes de Lyon et qui arrive à Paris pour interroger le pouvoir en place et le gouvernement de Mitterrand. Et en fait, le geste de la pièce, c'est l'enthousiasme de cette manifestation qui aboutit à une déception énorme puisque le gouvernement en place va récupérer, avec SOS Racisme, le PS et tout, bon, je pense que vous connaissez, mais va en tout cas récupérer le mouvement et pour l'éteindre petit à petit. C'est une fin qui, normalement, sur le papier, en termes de structure, est désespérante. Ça finit sur un échec. Mais au lieu de nous laisser avec cet échec, elle fait un truc que je trouve assez dégueulasse, elle fait une espèce de pont pour nous donner un happy end. Donc là, on a de la musique épique, on a des textes qui nous apparaissent comme ça un peu à la gueule, pour nous rassurer sur la réalité de l'engagement politique présent. Comme quoi, entre-temps, les jeunes générations, les générations futures, eux, n'oublient pas et gardent haut la tête pour des temps encore et encore. Donc évidemment, c'est l'inverse du choix que Piscator avait fait. Hein. On comprend bien. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement dégueulasse, déjà parce que ça nous donnait de l'espoir. Ça, c'est véritablement important, ça nous donne de l'espoir et ça donne de l'espoir à bas prix. On va parler beaucoup de Heiner Müller, mais Heiner Müller, vous savez, avait cette phrase, je ne suis pas là pour refourguer de l'espoir, je ne suis pas un dealer, que je mets généralement, elle doit être quelque part dans la fiche. Elle doit être tout en bas, je pense. Bon, bref. C'est une phrase qui est très importante. Lui, il insistait sur le fait que le théâtre n'était pas là pour donner de l'espoir à bas prix. Mais il faut voir, en fait, le fond du fond. Le fond du fond, c'est que ce qui est important, par exemple, pour Piscator, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons du mal à regarder quelque chose. Il y a une réalité dont nous avons un peu peur. Et l'art est là pour ne pas reculer et pour nous aider à la voir. Et ensuite, à partir de cette réalité, même si cette réalité est profondément désespérante, nous permettre de réfléchir à des orientations possibles, les conséquences possibles. Et moi, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Eskenazi et Alice Carré, évidemment, c'est que j'ai l'impression que la réalité dont nous avons peur, ce n'est pas du tout la richesse de notre engagement politique, notre ferveur à aller dans la rue pour défendre l'antiracisme, pas du tout. J'ai l'impression qu'on n'a pas peur de ça et que même je ne suis pas sûr que le rapport de force soit en train de gagner. Moi, j'ai l'impression, et c'est là où, par exemple, en comparaison, j'ai l'impression qu'une des réalités dont le théâtre, on va dire, de gauche a peur aujourd'hui, c'est de regarder en face
par exemple les avancées électorales du Rassemblement national et la réalité du rapport de force, que la gauche ne gagne absolument pas. Et je trouve ça d'autant plus dégueulasse qu'on est au théâtre Gérard Philippe, donc c'est aussi un truc où on a face à nous, et on le sait, c'est-à-dire un public qui est majoritairement bourgeois, le rassurer sur son engagement politique et sur le fait que ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout, ou en tout cas de le rassurer ou de le consoler sur la qualité de son engagement politique, il y a quelque chose de dégueulasse. Ça aurait été à mon avis beaucoup plus intéressant de finir sur une fin à la Piscator et la Hans Stoller, véritablement désespérés, quoi, sur un des militants de la Marche des Beurs qui, après avoir été interné 45 ans plus tard, voit ses amis à SOS Racisme et voit les scores du Rassemblement national et se suicide. Là, je pense que ça aurait été l'équivalent, on va dire, piscatorien, quoi. Mais il faut voir que ce qui est intéressant, c'est la question de l'espoir, c'est-à-dire pourquoi le théâtre nous donne-t-il de l'espoir et a-t-il raison de nous donner de l'espoir ? Et encore une fois, l'espoir va toujours donner du succès. Toujours. Il se prend un tollé avec Hop là nous vivons, mais parce que justement c'est une fin qui refuse à donner à la gauche allemande de l'espoir. Mais au prix absolument fabuleux de pouvoir regarder la réalité en face. Cette pièce, je l'ai choisie parce qu'elle est aussi très intéressante, déjà parce que, bon, pour l'anecdote qui n'est pas vraiment une anecdote, mais Hans Stoller va lui-même se suicider en 1939, donc c'est-à-dire peu de temps après les accords de Munich et la victoire quasiment assurée de Franco. Donc quand il dit, dans sa préface, dans la vie réelle, c'est produit. Je suggère que la fin de la pièce, qui dans la vie réelle s'est produite plusieurs fois et se reproduira encore, il y a quelque chose de réel, c'est-à-dire qui, selon moi, était une vraie réalité de cette époque, qui était le vrai désespoir. Et il y avait un véritable désespoir chez les révolutionnaires allemands de cette époque, que les gens, et en particulier le Parti communiste allemand, refusaient de voir, mais parce que c'est plus dur. Évidemment, tu n'as pas envie de voir le suicide de tes camarades, etc. La deuxième chose qui me paraissait intéressante, évidemment, c'est que c'est une pièce. Piscator fait le choix, donc on est en 27, on est 5 ans avant qu'Hitler obtienne les pleins pouvoirs et que le Parti communiste allemand soit interdit. Et il faut voir qu'à ce moment-là, Piscator met l'accent sur la fracture entre le gouvernement social-démocrate et le Parti communiste allemand, qui est, on va dire, une des raisons, il n'y a pas que celle-ci, mais le double meurtre de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg est une des raisons qui va ensuite, évidemment, faciliter l'accès au pouvoir de Hitler. Donc on voit qu'en réalité, l'analyse qu'ils ont faite avant de proposer du théâtre à des gens était juste. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle il ne fallait pas avoir, c'était notre propre échec. Et après, il faut en effet agir en conséquence. Il faut sans doute s'organiser. L'idée n'est pas d'organiser un énorme suicide collectif à la fin. En fait, ce que je trouve génial dans cette fin, c'est de dire que le public, il est pas con. Il ne va pas faire ce que les gens disent. S'il n'est pas d'accord et s'il est désespéré, il ne va pas aller se suicider comme le personnage. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce texte, je crois. Je vais regarder quand même. Ça va ? C'est déjà pas mal. Il est génial, ce texte. Mais non, ça va, je peux ralentir un peu. Je vais voir si j'oublie rien. Est-ce que j'avais autre chose à dire ? J'ai parlé de l'espoir, j'ai parlé de 1983. Il n'y a vraiment personne qui a vu 1983 ? Au Gémeaux ? Au TCI, ok. Toi, tu l'as vu aussi ? Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin ? C'est vrai que t'as l'impression de voir un film, quoi. Enfin, c'est vrai que ils apparaissent tous sur scène, non ? Ils reviennent tous. À la toute fin, ils reviennent tous, main dans la main, ouais. Ouais. Il y a de la musique épique à ce moment-là, et puis il y a des flashs où on te dit « sois content ». Mais après, je suis d'accord, mais après c'est vrai que ce qui est dégueulasse, moi je trouve, ce qui est dégueulasse, je ne vais pas dire dégueulasse, ce qui je trouve est un peu pervers, c'est la structure. C'est-à-dire que cette structure, la structure de la pièce, et qu'il fallait à mon avis, je ne sais pas comment dire, mais elles ont choisi de travailler sur la Marche des Beurs. La Marche des Beurs finit par un échec, par une récupération. C'est un échec énorme. Donc en fait, au lieu de finir et d'assumer la structure qui finit sur un échec,
et qu'on ne sache pas quoi faire de ça, elle nous crée ce pont, elle crée une espèce d'épilogue, une espèce de protubérance comme ça, de bons sentiments sur cette fable qui en soi, après, voilà, pouvait avoir une structure bien plus intéressante. Mais encore une fois, je pense que la vraie question, c'est la question de l'espoir, hein. On va en reparler beaucoup avec Müller et Langhoff, parce qu'il y a une grande partie de leur pensée qui... ça ne veut pas dire qu'il faut enlever l'espoir aux gens, hein. Ça ne veut pas dire que le théâtre ne doit pas provoquer de l'espoir, etc. C'est faire attention à ne pas donner de l'espoir à bas prix. Et sûrement pas au détriment de cette réalité. Notre but en particulier, c'est de voir d'abord la réalité qui, on va dire, nous dérange ou dont on a peur, hein. C'est parti pour la guerre civile espagnole. Trop bien. Bon là, je me suis un peu enflammé, hein. Oh là là, c'est sinon. Bon alors, le contexte historique. J'ai mis une petite carte, comme ça c'est plus simple. Je vais aller moins vite, mais en fait là aussi c'est important, mais ne serait-ce qu'on parle des mêmes noms, parce qu'en fait là c'est pareil. En fait, oui, non, j'oublie un truc qui est important. Mais donc, un truc qui est important, c'est que ce sont des pièces et des gestes de théâtre qui n'ont existé d'une certaine manière. C'est très dur d'avoir des sources, hein, dessus, d'avoir des recherches. Il y a très peu de personnes qui font vraiment des recherches là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a ce livre qui est incroyable, qui s'appelle Teatro de la Guerra Civil, El Bando Republicano. Si vous parlez un peu espagnol, moi non, mais j'ai fait LV2, donc du coup j'avais un dictionnaire, mais j'ai mis énormément de temps, mais c'est vraiment génial. Si un jour vous... Voilà, j'ai mis la référence dedans. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des corpus qui sont volontairement ad hoc, hein. Ce sont des corpus qui ne doivent pas survivre aux circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, ces pièces-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, qui est propre à Piscator, qui est propre à Töller, qui est propre à Brecht, hein. Ce sont des choses qui, encore une fois, hein, si on reprend une des caractéristiques qu'on a vues par rapport au théâtre à la hauteur des circonstances, ce qui est premier, c'est la réalité. Donc on ne va pas du tout défendre d'abord le théâtre. On ne va pas... voilà, le théâtre ne sera jamais premier. Alors, la guerre civile espagnole. Moi, je me suis intéressé à la guerre civile espagnole. Je vais dire juste pourquoi, avant. Non, mais on va faire le contexte historique, sinon c'est chiant. Je vais faire vite fait le contexte historique. On essaie de se concentrer. Je sais que c'est un peu plus laborieux. Et après, on va pouvoir parler plus librement du texte, de la pièce dont je voulais vous parler. Allez, alors, en avril 31, des gens... Attends, je vais supprimer ça. Ah non, bien mieux. Voilà. Et bam. Le gain de temps est immense, hein. Bon, Seconde République espagnole, 14 avril 1931, ça met fin à une dictature, mais bon, c'est avant notre période, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parti, vous verrez que les ressemblances avec évidemment la situation de la gauche allemande sont un peu similaires. Il y a un gouvernement social-démocrate en Espagne qui tourne autour et s'appuie sur le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est le PSOE, qui existe encore aujourd'hui. D'accord ? Ce PSOE, donc c'est pareil, hein, c'est un parti socialiste d'obédience marxiste, hein, qui au départ, on le sait, est révolutionnaire, mais qui petit à petit devient de plus en plus réformiste et commence surtout à gouverner avec des partis radicaux de centre, on va dire. À sa propre gauche, de manière assez simple, il y a un PCE, hein, évidemment, le Parti communiste espagnol. Il y a surtout le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, hein, qui a été connu pour un film incroyable que vous connaissez, de Ken Loach, Land and Freedom. Non, c'est bon, voilà, bah, regardez Land and Freedom. Et aussi, non, si, ce qui est important, c'est... ce sont évidemment les organisations anarcho-syndicalistes et notamment la présence de la CNT, qui à l'époque est extrêmement présente en Espagne.
En 1934, il y a, mais un peu comme en Allemagne, un premier massacre. Il y a une insurrection organisée par la CNT dans les Asturies, donc on est au nord de l'Espagne, qui est réprimée dans le sang par, comme par hasard, un gouvernement social-démocrate. Donc on est en 1934 et c'est un moment où du coup la gauche va chercher à s'organiser. Donc on s'intéresse à l'aile gauche du PSOE, au Parti communiste, au PUM et à certaines forces anarcho-syndicalistes vont s'organiser dans un front populaire. Donc c'est le Frente Popular espagnol, qui va gagner des grandes victoires, une grande victoire électorale absolument incroyable au début de l'année 1936. Sauf que, de l'autre côté, il y a, bon je ne vais pas les noter, il y a évidemment les forces qu'on va appeler nationalistes, qui sont regroupés en différents groupes, tantôt les monarchistes, tantôt les religieux, et une partie qui commence déjà à s'appeler fasciste, en référence du coup à l'Italie qui est déjà fasciste, et au nazisme de l'Allemagne qui est déjà nazie. Et ces forces-là ont quelque chose que le gouvernement républicain n'a pas, c'est une grande partie de l'armée, d'accord ? Et sachant cela, connaissant le rapport de force, simplement militaire, décide, on est le 17 et 18 juillet 1936, de faire un putsch. Donc les deux généraux à la tête de l'armée nationaliste, c'est Franco et Mola. Je vous donne les noms parce qu'ils sont importants. Ils décident de faire un putsch, sauf que ce putsch va échouer, lamentablement. Puisqu'ils avaient complètement minimisé surtout deux régions importantes, c'est la région entre Valence et Madrid et la Catalogne. Ce qui va de fait scinder le pays en deux et plonger du coup l'Espagne dans une guerre civile qui, vous le savez, a duré un peu plus de 3 ans. Il y a à ce moment-là du coup 2 zones, donc c'est là où ça commence à nous intéresser. Il y a une zone dite républicaine, donc c'est les partis radicaux que je ne vais pas noter, mais parce que c'est les centristes, mais qui vont quand même prendre le parti de la République, le PSOE, le PCE, le PUM, la CNT, qui vont avoir le soutien, vous le savez peut-être, mais des brigades internationales, qui sont ces fameux volontaires antifascistes européens qui vont traverser l'Europe. Ils sont à peu près 30 000 et la moitié vont mourir. Il y a aussi énormément, il faut le savoir, des aides de l'URSS. Il y a beaucoup de volontaires. C'est par exemple Orwell qui va rejoindre le PUM, George Orwell. Il y a Simone Veil aussi qui va rejoindre une partie du PUM et une partie des brigades. Il y a plein d'intellectuels. Bon, voilà, c'est le moment où la gauche révolutionnaire européenne doit se prononcer. Piscator, et j'y reviendrai, bien sûr, arrive très très tôt au début de la guerre civile. De l'autre côté, on a la zone dite, on va dire, rebelle, entre les mains des nationalistes, où il y a l'armée franquiste qui obtient très vite le soutien logistique et humain aussi de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. La bataille commence et finit, on va la faire finir nous de manière assez arbitraire, mais vous allez comprendre pourquoi, par le défilé en mars 1939 de l'armée victorieuse de Franco dans les rues de Madrid. Voilà, il y a une petite carte. Et en fait, ce qui va nous intéresser, donc bon, la carte, elle est bon. Mais en fait, ce qui nous intéresse, parce qu'on va s'intéresser à un auteur qui au début était anarchiste et qui après, grâce à Dieu, devient communiste et qui se bat dans les Asturies. Donc du coup, au nord, mais c'est une petite poche qu'on voit pas trop. Bon, ça va, c'est passé. Moi, j'ai toujours peur de ces parties historiques. Alors, maintenant, on va faire un petit état des lieux du théâtre espagnol de l'époque et surtout, on va s'intéresser à une alliance qui s'est créée au début des années 30, qui est l'Alliance des intellectuels antifascistes, qui va regrouper un très grand nombre d'artistes de théâtre espagnols, révolutionnaires, généralement membres soit du PUM, soit du PCE. Il y a des gens là-dedans qui vous intéressaient, je vais donner les noms, parce qu'après je vais faire référence à ces personnes-là, mais il y a notamment Irénée Falcón. Irénée Falcón, qui est une militante féministe communiste très proche du PCE, qui va faire une grande partie des allers-retours du coup avec Moscou. Et du coup, il y a Irénée Falcón, il y a Maria Teresa León et son mari Raphaël Alberti.
Ça vous dit des choses ou pas du tout Raphaël Alberti, non? Non. Et celui qui va particulièrement nous intéresser, nous, c'est César Arconada. Faut savoir que tous les quatre, là, ce sont des auteurs et des autrices qui vont être très influencés par deux choses très importantes pour eux. La première, c'est l'agitprop, donc l'agitprop soviétique. Pour la faire extrêmement simple, l'agitprop soviétique, c'est précisément la forme théâtrale d'un théâtre à la hauteur des circonstances. C'est-à-dire que le b.a.-ba même de l'agitprop, c'est d'accepter que les circonstances sont premières et que le théâtre est second. Les outils du théâtre sont seconds. Et il faut savoir que même s'ils vont faire un certain nombre de voyages, ce que va leur donner en quelque sorte l'agitprop soviétique, ce n'est pas des formes, ce n'est pas du contenu, ce sont des objectifs. Les objectifs avec lesquels vont rentrer l'Alliance des intellectuels antifascistes, c'est le double objectif de la propagande et de l'agitation. Bon, là, je vous renvoie, mais vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même intéressant, à un texte qui s'appelle « Que faire ?» de Lénine, bon, je pense. Bon, bref, où il y avait une définition dedans de la propagande et de l'agitation. Ce sont deux choses à la fois complémentaires et différentes. Le propagandiste doit nous renseigner sur la manière dont la réalité fonctionne, présenter cette réalité comme insatisfaisante et donc du coup présenter la réalité comme devant être transformée en vue de la réalité socialiste. Le propagandiste est vraiment du côté de l'argumentation intellectuelle. C'est celui qui donne les idées, c'est celui qui argumente. C'est vraiment celui qui va organiser les différents chaînons de la pensée pour, démontrer que la réalité n'est pas satisfaisante, la réalité est injuste. La réalité est injuste pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore la réalité socialiste. Donc encore une fois, on retrouve les doubles mouvements de Piscator. C'est d'abord voir la réalité telle qu'elle est. Donc on accepte que la réalité soit injuste, si on reprend Alexander Zeldin, donc on voit les inégalités justice. Étape 1, mais étape 2, on propose une orientation. L'orientation, c'est d'aller main dans la main vers le socialisme. Donc ça c'est le propagandiste. Et puis après, à côté, il y a celui qu'on appelle l'agitateur. Généralement on caricature ça et on dit le propagandiste est du côté de la rationalité et l'agitateur du côté de l'émotion. Bon, on va s'en tenir à peu près là. Mais l'agitateur, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a pour but non pas de nous renseigner véritablement sur la réalité, mais de appuyer là où ça fait mal en termes d'émotion. Et il est censé nous rendre en colère et surtout de nous faire habiter, comme dit Lénine, par le sentiment d'injustice. D'accord ? Donc l'agitateur a pour but vraiment de nous indigner, si on le dit vraiment aujourd'hui. Donc, première influence, l'agitprop soviétique. Ok, donc ça, ok, très bien. Deuxième influence, c'est Erwin Piscator qui publie Le théâtre politique en 1930. Le séminaire est très bien fait. En 1930, c'est publication du théâtre politique qui vient d'être traduit et qui est tout de suite lu par l'Alliance des intellectuels antifascistes. Piscator, et il faut s'en rendre compte, il y a un souci avec Piscator, c'est que la réalité du théâtre espagnol de l'époque n'est pas du tout, mais alors pas du tout réaliste. Et Piscator va même le dire, ils ne sont même pas passés par le naturalisme. Il faut savoir qu'il y a un auteur de théâtre qui s'appelle Etchegaray, qui est très connu, qui a eu un prix Nobel, mais qui est chiant à mourir, qui ça ressemble un peu à du mauvais Ibsen, et qui surtout n'est plus du tout monté, qui a eu quasiment aucun élève, aucune répercussion sur la réalité du théâtre espagnol. La réalité du théâtre espagnol de cette époque, c'est ce qu'ils appellent les zarzuelas, qui sont des opérettes, des opérettes comiques. C'est ce qu'ils appellent les autos sacramentales, qui c'est, alors là du coup ça c'est intéressant, c'est un genre théâtral qui vient du siècle d'or, donc du XVIe, XVIIe siècle espagnol, qui vient véritablement de la propagande catholique et qui repose notamment sur l'incarnation d'allégories, mais qui avait pour but évidemment de défendre et de propager le catholicisme. Et généralement, et ça c'est important pour nous, dans les autos sacramentales, il y a une division. Généralement, il y a une division entre les vivants, les morts, ou le monde céleste et le monde terrestre.
On garde ça dans un coin de la tête, mais bon. Et généralement, les autos sacramentales sont réécrits. Ce sont des répertoires assez conservateurs, même très conservateurs, hein, sur les valeurs de la famille. Il y a aussi beaucoup de farces qui viennent de la commedia dell'arte et beaucoup de spectacles de guignols et de marionnettes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Piscator va se rendre en Espagne en 1936 et va se rendre notamment dans les théâtres espagnols, il ne va pas du tout en croire ses yeux. Il va voir un théâtre qui est, selon lui, extrêmement exubérant, qui est excessif, qui est volontairement complètement à côté de la plaque et qui n'a qu'un seul but, nous éloigner de la réalité. Et il est extrêmement sévère envers du coup le répertoire qu'on va dire populaire du théâtre espagnol. Très 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 dur. Et donc en fait l'Alliance des intellectuels antifascistes va se donner comme première mission de donner une grande œuvre réaliste à l'Espagne. C'était vraiment les premiers textes qu'ils font. La mission, c'est de donner une œuvre véritablement réaliste et d'en avoir un peu rien à faire de toutes ces, on va dire, voilà, tous ces excès théâtraux qui, voilà, formellement n'avaient plus rien à voir avec l'exigence des circonstances. Donc du coup, deux influences. Et moi, j'avoue, ce qui m'a intéressé, c'est... Alors, il y a eu véritablement une œuvre dite réaliste qui a été écrite, qui, je trouve, n'est pas bonne, quoi, qui n'est pas très intéressante. Et même les auteurs là, que j'ai mis ici, hein, ne vont pas... Ils vont très très peu aller dans cette veine-là. Et surtout, à partir du moment où la guerre va commencer, ils vont un peu abandonner cette veine pour utiliser le théâtre tout à fait différemment. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. En fait, on arrive en décembre 1936 et Piscator tient 2 conférences à Barcelone. 2 conférences sur la nécessité de lutter et de faire en sorte que le théâtre puisse faire 2 choses, nous apprendre à voir la réalité de la guerre et deuxièmement, si possible, nous apprendre à faire la guerre. Hein ? Ce sont les 2 objectifs qu'il donne. Et il a cette phrase qui, je trouve, est assez importante, qui est de dire que si le théâtre n'est pas inventé avec ces objectifs-là, le théâtre est à mettre dehors. Le théâtre n'a aucune utilité et nous devons l'abandonner. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Il faut demander à des personnes qui ont fait ça toute leur vie, mais qui, comme lui, hein, de potentiellement devoir arrêter le théâtre si, en gros, ils continuent à en faire avec des spectacles de marionnettes et tout. Et évidemment, il y en a un qui s'appelle César Arconada, qui est un peu mon petit préféré, qui... parce que c'est quelqu'un de très peu connu et que je trouve est très intéressant, qui... dit-on, alors là, bon, du coup, les comptes rendus de ces 2 conférences, autant dit, n'existent pas, sont des prises de notes en espagnol. Mais toujours est-il qu'apparemment, César Arconada y a assisté. César Arconada, c'est un auteur qui, lui, est spécialisé dans les spectacles de marionnettes. Et qui fait jusque-là des farces pour marionnettes. Ah non, avant ça, avant César Arconada, excusez-moi, j'ai oublié de parler de Irénée Falcón. Non, mais pour vous dire que le vertige de ces 2 conférences-là est important parce qu'il y en a qui, par exemple, comme Irénée Falcón, qui a eu un groupe d'agite-prop dans les années 30 qui s'appelle Nosotros. Irénée Falcón, par exemple, quand elle va revenir en 1937, en pleine guerre civile espagnole, va arrêter le théâtre. C'est-à-dire qu'au début, elle ne va faire que de l'agitation. Donc elle arrête d'abord la propagande, donc le verset propagandiste, puis après elle va faire de l'agitation et elle arrête définitivement le théâtre pour se consacrer à la lutte. Donc c'est pour voir les répercussions aussi non seulement des propos de Piscator, mais surtout l'exigence d'avoir un théâtre à la hauteur des circonstances. Donc elle arrête, elle part en exil et elle ne revient du RSS en Espagne seulement en 1977, 2 ans après la mort de Franco. Donc c'est une petite parenthèse, mais simplement pour montrer que en fait, ces choses-là sont réelles pour ces gens. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir abandonner le théâtre, hein, on se bat encore et toujours hein, contre l'évidence culturelle, mais là c'est véritablement le cas. Pour eux, il n'y a pas l'option possible que de faire un théâtre qui simplement continue. Hein. On va revenir là-dessus. Donc Arconada, tac, 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 c'est un marionnettiste et bien sûr, il s'engage très vite dans les Asturies, hein, c'est là où il habite et il se bat. Et la première chose qu'il fait, c'est des pièces de farce faites avec des marionnettes.
Et en fait, ces farces, elles sont, c'est des farces qui ressemblent à des canevas de la commedia dell'arte. C'est des trucs avec des problèmes généralement qui ont à voir avec l'amour, qui ont à voir avec l'argent. Faut imaginer le truc le plus classique et le plus européen, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que juste après la conférence avec Piscator, il a rajouté des prologues, des intermèdes et des épilogues. C'est-à-dire qu'en fait, il a gardé ces farces qui connaissaient à son époque évidemment un succès énorme, et en fait, il a écrit autour. Donc, en fait, il a hissé le répertoire guignolesque à la hauteur des circonstances en rajoutant un prologue qui, pour le coup, est vraiment de la propagande. Donc, du coup, un prologue qui, du coup, fait la défense, évidemment, de la guerre révolutionnaire, un intermède qui continue un peu, et une fin qui fait un épilogue qui, généralement, faisait de l'agitation. Donc il divisait en gros, mais un peu comme un bon élève, il divisait un peu la partie propagande de la partie agitation en gardant ces petites farces qu'il aimait bien. Et il faisait donc du coup prologue, intermède et à la fin l'agitation. Et à la fin c'était très très drôle parce que l'agitation en fait ça consistait à demander à tous ses camarades de la CNT, des communistes, etc., de débarquer sur le plateau en chantant l'Internationale et de mettre fin à l'intrigue. Mais c'était d'autant plus rigolo que le décalage était absurde, parce que en fait, les gens qui voyaient les pièces de Arconada savaient très bien qu'à la fin, de toute manière, celui qui allait taper sur le brigand ou sur le policier, ou celui qui allait résoudre, justement, c'est le peuple, et c'est le peuple révolutionnaire. Et c'était d'autant plus amusant que le décalage, évidemment, était intéressant. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le frottement. C'est que Arconada, dans une autre pièce, évidemment, qu'on va voir tout de suite après, c'est la pièce qui m'a intéressé, met l'accent sur la nécessité du frottement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il n'a pas abandonné le répertoire guignolesque, qu'il n'a pas abandonné ce registre comique. Et il l'a frotté. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a véritablement il l'a fait cohabiter avec la réalité de la guerre. Et en l'occurrence, il l'a fait cohabiter avec les objectifs qui lui importait. Mais sans du tout perdre au caractère absolument comique. On voit très bien comment ça peut être parfaitement amusant de tout résoudre par l'Internationale, de tout résoudre par le soulèvement révolutionnaire. Et il en joue énormément. Il y a une des farces où c'est un problème amoureux. Et il faut savoir que c'est le peuple qui vient résoudre le problème et permettre le mariage, etc. Donc il faut savoir que tout est résolu par l'Internationale. Bon. Ça, c'est le premier geste qu'il fait, qui évidemment, selon moi, a vraiment à voir avec Brecht. Là, je commence à poser un peu les pierres qui va nous faire parler de Brecht tout à l'heure. Il faut que j'essuie. Pardon. Ah. Voilà. Tac. Ok. Moi, je fais un... Ouais. Mais si, tu vas voir. Ça va être génial. L'axe des abscisses, ici, c'est la réalité. D'accord ? Donc l'axe des abscisses, ici, c'est la réalité. Je vais marquer la réalité. Ici, l'axe des ordonnées, c'est l'amplitude de la fiction. Il y a un geste qui est très important. Si on essaye de représenter sur ce graphique le geste des farces d'Arconada, c'est qu'il commence par la réalité, donc du coup par le prologue de propagande. Il fait une première boucle comme ça, et puis là il fait son intermède, à nouveau de la propagande, et il fait à nouveau une boucle généralement plus grande pour finir sur la réalité, c'est-à-dire du coup le moment d'agitation avec l'arrivée de l'Internationale et de ses camarades. Si je fais ce geste-là, c'est important, c'est parce que, et ça va être le lien avec le troisième exemple, mais c'est simplement pour que nous, on s'habitue à envisager le frottement entre un détour qui est volontaire, qui est un détour formel, qui est un détour qui généralement passe par un répertoire qui n'a rien à voir avec la réalité, mais surtout avec la nécessité dès Arconada d'avoir un point de départ et un point d'arrivée. On voit bien que le théâtre qui mettait Piscator en colère est le théâtre qui n'a aucun lien, évidemment, avec la réalité. C'est le théâtre qui, au contraire, a pour but de se cacher la réalité, notamment la réalité de la guerre.
La pièce dont je veux vous parler maintenant est une pièce du coup d'Arconada qui s'appelle La conquête de Madrid. C'est une pièce que je trouve vraiment, vraiment magnifique, mais ne serait-ce que pour cette pièce, je vous conseille d'acheter ce livre. J'ai vraiment galéré à la lire, mais ça valait le coup, c'était vraiment très très beau. Alors c'est une pièce qui est très particulière. Donc lui, je vous l'ai dit, il est dans les Asturies. En 1937 commence un moment où, ils le savent, Madrid est assiégée, de plus en plus assiégée, et surtout Madrid, c'est l'objectif premier de Franco. Franco le sait, s'il parvient à défiler dans les rues de Madrid, il obtiendra la légitimité de la proclamer, de proclamer l'Espagne franquiste aux yeux des autres pays européens. Ça va être un grand signe de victoire. Il est dans les Asturies et écrit cette pièce à destination des camarades révolutionnaires qui tiennent le siège de Madrid. Et donc en fait, il enverra cette pièce, notamment à un comité de lecture de la jeunesse socialiste, qui donnait des prix et qui permettait en fait à ces pièces-là ensuite d'être montées dans les théâtres de Madrid. Et lui, son rêve, il est dans les Asturies, c'est de faire parvenir cette pièce du coup à la jeunesse socialiste et que la jeunesse socialiste ensuite soit montée dans les théâtres de Madrid. Malheureusement, cette pièce va obtenir un prix, mais en termes de tempo, il est un peu trop en retard, puisque Madrid se fera assiéger quelques semaines en fait, avant les débuts de répétition de sa pièce. Bon, c'est un peu triste, mais Arconada, de toute manière, va parvenir, avec Irénée Falcón, à s'exiler en URSS, là où il a vécu la plupart de sa vie. Lui, c'est pareil, il ne retournera qu'à la mort de Franco, en Espagne. Donc en fait, il faut comprendre que cette pièce-là est profondément ancrée dans une réalité très précise qui est 1. Franco veut Madrid, 2. Les personnes qui vont regarder et qui vont jouer cette pièce sont des personnes qui participent du côté du camp des Républicains au siège de Madrid. D'accord ? Ce geste, moi, m'a intéressé puisque c'est un geste de réécriture. À ce moment-là, Arconada s'offre le luxe, mais qui n'est pas un luxe, qui est, pour être à la hauteur de ces circonstances-là, de réécrire. Et il prend 3 intrigues différentes du répertoire religieux et emprunte surtout une grande partie des codes et de la farce de la commedia dell'arte et des autos sacramentales. Ce qu'on voit, c'est un genre extrêmement hybride, en fait. Et cette pièce, moi, c'est ça qui m'a particulièrement fasciné. Cette pièce est assez complexe à expliquer, mais je vais essayer de le faire. Il y a 2 espaces. Il y a un premier espace qu'on va appeler l'espace A. Donc c'est une division de l'espace comme il y a dans beaucoup de autos sacramentales. Et il y a l'espace B qui est tout autour. D'accord ? Et là, on imagine qu'il y a le public. Dans l'espace A, c'est l'espace, dit-il, de la farce. C'est-à-dire qu'on a des généraux, donc ils sont nommés comme ça, Franco, Mola, il y a aussi, moi je l'adore, c'est l'auteur, ce sont des vrais noms de personnes, des personnes qui ont existé, attendez, je donne les vrais noms quand même si ça évidemment, Peymann. Peymann, c'est un auteur pareil, franquiste, qui est particulièrement amuseux parce que c'était le poète qui était censé écrire les odes un peu à la victoire de Franco. Et en fait, ces gens-là sont dans un répertoire de farce, ils ont des masques et surtout, il insiste dessus, ils utilisent les codes de la commedia dell'arte, c'est avec tous ces excès, avec ces types. Il y a notamment le problème de l'argent, on retrouve le problème de l'ordre, on retrouve l'orgueil, on retrouve l'alcoolisme, etc. Et en fait, c'est eux qui arrivent à Madrid, dans le palais, et qui se disent, voilà, demain, nous allons enfin pouvoir défiler dans les rues de Madrid. Donc évidemment, c'est un futur hypothétique à son époque. Nous allons défiler, nous sommes victorieux et nous répétons la victoire. Donc en fait, c'est assez amusant. Franco choisit sa tenue. Il y a Peymann qui commence à lire comme ça des vers. Et c'est vraiment très, 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 très drôle. C'est une vraie farce où on se moque des puissants, mais des puissants qui sont victorieux. Ça, c'est très important. Dans le futur hypothétique de Arconada, Franco a gagné et Franco s'apprête, dans la farce, à célébrer le grand défilé dans les rues de Madrid. On est en 1937. Franco va parvenir à faire ce défilé en mars 1939. Il ne faut pas oublier. Donc, ça, c'est la farce. Et à côté, Arconada nous dit qu'il y a un autre espace.
Cet autre espace, il le veut déjà très obscur, alors que la farce est très lumineuse. Il le veut très obscur et il le veut dans un registre réaliste et allégorique. Dans cet espace, il va y avoir des voix, il va y avoir des ombres, il va y avoir un pendu, il va y avoir une mère, dit-il, qui continue à nourrir son propre enfant qui est mort, il va y avoir également des miliciens, il va y avoir des scènes du quotidien de la guerre, c'est-à-dire de la réalité du front et de la réalité de la famine. Dans un registre réaliste d'une part, et dans un registre, voire même que nous on pourrait qualifier de naturaliste. C'est-à-dire qu'ils sont censés manger, ils sont censés avoir des conversations, etc. Et ce qui est très important, c'est que les deux espaces cohabitent. D'accord ? Plus la pièce avance, et c'est là où on va voir la structure de la pièce, qui est très intéressante, c'est que plus la pièce avance, et plus, on va dire, l'espace B, l'espace réaliste et allégorique, va prendre le dessus et va étouffer la farce. Mais il faut savoir que nous, pendant toute la pièce, on ne rigole et on n'a Dieu que pour la farce. Il faut voir aussi la mise en abîme. C'est comme un théâtre dans le théâtre, sauf que la farce est vraiment très très drôle. Donc il faut imaginer que seul cet espace-là, selon les désirs en tout cas d'Arconada, est éclairé, est véritablement éclairé. Mais toujours est-il qu'au fur et à mesure, nos petits personnages là se trouvent par moments interrompus par on ne sait quelle voix, et sauf qu'eux ils ne le voient pas, l'espace qui est autour. Eux ils vivent dans leur bulle, dans leur réalité, et puis plus ça va, et plus il y a de l'alcool, etc. Et Arconada fait un épilogue à cette pièce où la farce s'arrête, où la farce se trouve étouffée, entièrement obscurcie par la réalité, et où les voix, les personnages qui habitent l'espace B, s'avancent sur le fond de scène et s'adressent directement du coup aux camarades de Madrid pour leur demander de tenir bon, que cette réalité-là n'existe pas. Donc évidemment, moi je trouve ça assez émouvant, mais je trouve ça assez émouvant pour plein de raisons. Déjà, parce que il y a une mise en procès du théâtre lui-même que je trouve absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il fait le procès du genre pour lequel il a quand même travaillé tout du long, mais tout en lui donnant une chance de survivre. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le genre de la farce face à la réalité. C'est le genre de la farce et d'une certaine manière le théâtre qui doit survivre face à la réalité de la guerre. C'est d'autant plus intéressant que dans l'espace B, la parole qu'il y a, ce sont aussi des témoignages de ses proches, des témoignages aussi de ses camarades qui sont tombés. C'est comme s'il avait fait une espèce de théâtre documentaire tout autour, et allégorique, et ici une espèce de farce type commedia dell'arte. Il y a une idée, moi, que je trouve absolument essentielle et qui fait la force de cette pièce, qui est très très courte. Toutes les pièces qui sont un peu dans ce répertoire-là sont des pièces qui durent entre 20 et 30 minutes. Sont des pièces qui sont très efficaces et qui n'ont qu'un seul but, qui est de redonner du courage, évidemment, aux camarades révolutionnaires qui sont en train de subir le siège de Madrid. Il y aura plein de choses à dire par rapport à cette pièce. Je regardais l'heure quand même. Oui, ça va. On a dit 2 heures, non ? Ça va, c'est pas trop long ? Ça va ? Il y a plein de choses qui me passionnent moi dans cette pièce. Déjà en termes de structure, je trouve ça assez magnifique. Mais surtout, moi, ce que j'aime dans cette pièce-là, c'est le concept de frottement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas réécrit une farce, il n'a pas non plus fait une œuvre réaliste, et il a fait se frotter ces deux genres-là. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait que non seulement le genre de la farce continue à exister, moi c'est le genre de frottement, par exemple, qu'un Dario Fo fera plus tard, je trouve. Mais là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est vraiment se dire que la farce doit se coltiner et doit cohabiter avec la réalité. Elle ne peut pas faire l'économie de la réalité de la guerre. Et c'est ça qui est assez beau, et c'est ça véritablement hisser en quelque sorte une théâtralité à la hauteur des circonstances.
C'est-à-dire que là, on a une espèce de mise en abîme du geste théâtral qui consiste à se laisser submerger, à se laisser en quelque sorte happer par l'exigence de la guerre et l'exigence aussi du discours là, qui se veut pour le coup vraiment consolateur, hein, vraiment pour rassurer et pour encourager les camarades. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est tout en les faisant rire, parce que c'est une pièce qui est très drôle. Donc en fait, tout est préservé. Ouais. C'est le geste de réécriture, mais là, il y a quelque chose qui est aussi important. En opposition au geste de frottement, il y a un autre geste de réécriture. C'est très brechtien, on va beaucoup parler de réécriture. Mais il faut bien faire la distinction entre la réécriture et l'adaptation. Là aussi, c'est toujours pareil. Brecht et Heiner Müller ont énormément écrit par-dessus des gens. Ils ont énormément emprunté des choses, réécrit l'intégralité de tout un tas de textes, de pièces de théâtre, mais ils ne l'ont aucunement modernisé ni rendu plus actuel. Quand Stéphane Braunschweig, par exemple, monte plutôt l'école des femmes en se disant qu'il va pouvoir prouver que Molière reste d'actualité, son but est d'abord et avant tout, non pas du tout la réalité, c'est-à-dire l'état des luttes féministes ou la libération des femmes. Son but, lui, c'est Molière. Son point de départ, c'est Molière, et de montrer que Molière est encore actuel aujourd'hui. Et on voit, encore une fois, hein, c'est tout le théâtre à hauteur des circonstances, c'est un théâtre qui, véritablement, inverse ce rapport. Braunschweig, il part de Molière et il veut nous prouver une chose, c'est que Molière est un génie, que donc du coup Molière, à travers les siècles, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'on a pu avoir et toutes nos différences, etc., il reste intact. Donc quand il va faire l'école des femmes, il va garder le texte de manière intacte et il va lui donner simplement un vernis contemporain. Mais en fait, la grande différence avec Brecht, avec Arconada ou avec Müller dont on va parler, c'est que c'est une défense patrimoniale. Le but, c'est de conserver le théâtre et de préserver le théâtre ou de le maintenir dans une évidence, dans quelque chose qui, de toute éternité, sera d'actualité. Le geste est complètement différent quand il s'agit de se dire que ce qui est premier, c'est la réalité, et voyons ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a, et dans les outils qu'on a, il se trouve qu'on a des textes, il se trouve qu'on a des formes, il se trouve qu'on a telle ou telle chose. Il y a une question aussi de respect qui va avec ça. C'est-à-dire que dans la mise en scène de l'école des femmes, on ne touche pas à l'Alexandrin de Molière, on ne touche très très peu, on fait à peine un montage, mais on sait que, et chez Arconada et chez Müller évidemment, on déconstruit, on abîme. La grande idée de ça, c'est pas de dire « oh là là, ce théâtre est bon à jeter », c'est que ce théâtre, on doit aussi le plier à la réalité. Mais exactement comme Arconada, ce qu'il fait de son répertoire de ses farces. C'est toute sa vie, les farces, Arconada. Et il accepte d'éteindre son propre geste face à la réalité. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour montrer l'irrespect aussi qu'il faut avoir par rapport au patrimoine théâtral. Face à une réalité, on s'en fiche de Molière. Le but n'est pas de préserver Molière, ne pas de montrer que Molière est plus intelligent que tout le monde. Le but, c'est la réalité. On va finir sur un dernier geste qui est important, hein, parce que c'est un geste de Brecht lui-même. Ouais. Il y en a plein, hein, c'est parce qu'ils sont vraiment nombreux, il y en a beaucoup qui ont été faits, ouais. Ah, mais parce que c'est un théâtre qui, en fait, qui est extrêmement consensuel, mais même pour nous, je pense. C'est-à-dire que je pense que même pour l'époque, c'était quelque chose qui était très redondant par rapport à la réalité. Tout simplement, et c'est quelque chose aussi qui, à mon avis, ne tenait pas compte d'une autre réalité qui est celle du théâtre et des codes du théâtre populaire. Ça aussi, c'est quelque chose, tous les théâtres de circonstance s'intéressent à des formes théâtrales qui ont déjà fait leur preuve d'une certaine manière, qui se sont déjà inscrits. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. Et quand Brecht décide de monter Antigone à son retour des États-Unis, ça aussi, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'il préserve Antigone, donc il le réécrit, mais il le préserve dans son cadre, dans son détour, et il va rajouter un prologue
qui est assez particulier, qu'on va lire maintenant. On le lit assez vite. Non, pas assez vite. Non, ça va, on a du temps en fait. Si peu. Il faut les sœurs, il faut les sœurs. Et il faut le SS et tout, c'est parti. Bah, allez-y, mais distribuez-vous, dis qui tu veux être. Première sœur, deuxième sœur. Ouais, deuxième sœur. Il manque le SS, je pense. Tu fais le SS. Non, il manque. C'est tout, je crois. Hein. Allez, on y va. Donc, n'oubliez pas qu'on est en 1948. Attends, il faut lire les didascalies, elles sont très importantes. Ouais, tu lis les didascalies à voix haute. Sœur, pourquoi notre porte est-elle ouverte? Sœur, d'où viennent ces traces de pain dans la poussière? Sœur, là dans le coin, le sac? Une miche de pain, sœur, et un quartier de lard. Sœur, qui est venu ici? Moi, je sais que nous sommes de peu de foi au bonheur. Ô sœur, notre frère est revenu. Serre-toi mieux, il t'écrase de travail à pousser. Pour moi, c'est moins dur, trouve-en davantage. Comment a-t-il pu venir? Où peut-il bien être en ce moment? Oh, oh. Je n'aurais pas dû poser la question de question. Sœur, on a crié à l'envoi. D'autres y sont encore. Je l'ai pas lu. Mais lui a été plus fort. Et c'est par là qu'il est sorti. Il n'est plus à la quête. Sœur, qui est-ce qui crie devant notre porte? Sœur, ne devrions-nous pas aller voir? Sœur, ils l'ont pendu. Et c'est lui qui criait vers nous. Donne le couteau, que j'aille le détacher, le dépendre, rentrer sous corps ici, le réchauffer, le faire revenir à la vie.
C'est sans l'avoir voulu. C'est sans l'avoir voulu, lui qui était. Alors, tout de suite après ce prologue, les deux actrices qui jouent les deux sœurs du prologue endossent respectivement les rôles d'Antigone et d'Antigone, d'Ismène et de et il commence l'histoire d'Antigone qui a lieu dans un palais, et il commence à s'interroger toujours sur où est leur frère. Vous connaissez un peu la suite. Quand Brecht monte cette pièce, quand Brecht il monte cette pièce, il fait un décor qui est extrêmement réaliste pour le prologue. Les actrices portent des vêtements des années 40, voire même des années 50 en Allemagne, parlent de la même manière, et il y a marqué Berlin 1945 au-dessus. À la fin du prologue, tout ça disparaît et nous sommes complètement plongés dans une espèce de mise en scène qui respecte et qui reproduit tous les codes du théâtre antique. Il y a à nouveau des masques, il y a à nouveau des toges, etc., etc. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de détour énorme. Plusieurs choses sont intéressantes. De un, de quelle réalité parlons-nous ? C'est-à-dire devant quelle réalité ne devons-nous pas reculer ? Pour Brecht, à ce moment-là, c'est la réalité qu'un Allemand sur deux, deux Allemands sur trois, sont des nazis. Et que donc, du coup, à la place, évidemment, de cette sœur, cette personne-là n'aurait pas, du coup, tué le SS pour venger son frère, ou en tout cas se soulever contre le SS, mais aurait simplement, on va dire, courbé l'échine. Cette réalité-là, évidemment, est extrêmement dure. C'est une réalité qui est, faut imaginer, on est en 1948. La guerre a fini il y a 3 ans. Mais c'est la réalité devant laquelle le théâtre ne doit pas reculer. Et ce qui est intéressant, c'est à quoi va servir le théâtre là-dedans. C'est qu'il va proposer une orientation, l'orientation évidemment d'Antigone, celui du soulèvement. Mais en fait, il va le faire du coup précédé par ce prologue qui n'est même pas un texte. Généralement, les prologues, vous le savez, sont des textes qui sont dus directement au public. Mais là, en fait, c'est un prologue déjà qui est long. Là, vous l'avez vu, c'est un prologue qui est assez long et qui va assez loin aussi dans l'intrigue pour faire une espèce de résumé de la problématique phare d'Antigone et qui est la grande question: va-t-elle, oui ou non, poignarder ce SS avec son couteau? C'est la phrase de fin. Ce qui est terrible dans la phrase de fin, ce qui est très beau, c'est de dire: allait-elle à présent marcher elle-même à la mort pour délivrer le frère? Ça, c'est la question de la pièce. C'est sans l'avoir voulu, lui, qu'il était mort, sous-entendu, évidemment, si elle décide de se soulever, c'est sa propre mort qu'elle risque. Et la question de le vouloir est le plus important. L'idée est de mettre les Allemands et les Allemandes face à leur propre volonté. Ce qui est important pour Brecht, là, c'est que les gens arrivent à sonder leur volonté. C'est-à-dire qu'ils n'aillent pas se dire « on m'a obligé à ». Exactement comme Antigone, à un moment, ils ont eu le choix. Et c'est ça qui est particulièrement dur, c'est ça tout le tragique. C'est d'empêcher ces gens-là de dire « j'ai été obligé d'eux, j'ai été contraint, on m'a forcé, l'histoire a fait que je n'ai pas pu tout à fait réfléchir, etc. » Non, là on va prendre le temps, et ce qui va être dur, on va te montrer que ça aurait été possible, parce que la volonté, on a eu exactement cette même décision. Et cette décision est tragique parce qu'elle repose sur la volonté, sur une décision qui vous appartient. Et c'est ça qui est particulièrement poignant. L'autre chose, évidemment, qui est importante pour nous, parce que là, pour moi, ça rejoint et le travail d'Arconada et même celui de Toller, c'est l'idée, évidemment, du frottement. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire que il ne va pas faire comme, à mon avis, un Braunschweig aurait fait, c'est-à-dire monter telle traduction d'Antigone en mettant des costumes de SS pour crayon, etc. Il y a eu des très mauvaises pièces qui ont fait ça. Parce qu'encore une fois, ce qui importe et ce qui est premier,
c'est les Allemands et les Allemandes, c'est-à-dire le prologue, c'est-à-dire la situation et la réalité allemande. Ce n'est pas le patrimoine, ce n'est pas la lecture, ni de savoir en fait si Antigone est d'actualité ou non aujourd'hui. On s'en fout d'Antigone. Ce qui est important, c'est ce que Antigone nous permet, et comme le prologue le dit, Antigone nous permet une chose, c'est de donner la preuve aux Allemands qu'ils ont eu le choix et qu'ils ont pris des décisions et que maintenant il s'agit de faire les comptes. C'est vraiment très différent de créer ce frottement-là que de faire une adaptation. Parce qu'en fait, depuis ce frottement-là, et même s'il peut paraître assez grossier comme ça, j'ai l'impression, délivre une forme théâtrale bien plus incisive et bien plus ad hoc. C'est-à-dire l'idée de la soumission face, évidemment, ça n'aurait aucun intérêt aujourd'hui de présenter, par exemple, ce prologue. À part un intérêt muséal ou patrimonial ou historique, hein. Le but du prologue et le but de mettre une grande partie de l'intrigue d'Antigone dans le prologue, c'est de montrer que Antigone n'a d'utilité qu'au regard du prologue. Point barre. Sinon, il aurait dit simplement, bah voilà, Antigone est d'actualité parce que vous savez, il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi un régime autoritaire, etc., etc. Mais le fait qu'il le refasse jouer, et en plus de ça par les deux mêmes actrices, évidemment pousse, il faut voir l'étrangeté formelle de la chose. Les personnes arrivent et sont dans la reconstitution d'un Berlin de 1945, dans un décor réaliste, avec du coup cette histoire de deux sœurs, on ne comprend pas très bien, et puis un SS, faut voir qu'il y a un uniforme SS quand même qui débarque sur le plateau, et qui après tout ça, bam, ça disparaît, et on est plongé enfin dans la tragédie antique.